Et salutations les geeks, bienvenue sur Geek Chronicle TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial dans le sens où je vais vous faire un petit résumé en mode roleplay des différents personnages et j'en profiterai aussi pour vous faire le résumé des deux premières parties, donc de l'épisode 1 et 2 parce que malheureusement j'ai eu des petits soucis d'enregistrement et du coup je me suis dit que plutôt que de faire deux vidéos, condenser tout ça dans une avant de vous présenter l'épisode 3, c'était la meilleure des choses à faire. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao. Sirène a grandi dans une famille de forestiers. Son père est ce qu'on appelle un arpenteur des domaines, et il avait la charge d'entretenir et de surveiller un domaine boisé. Sa mère, de son côté, gérait une maison d'accueil où se retrouvaient des chasseurs de différentes régions, afin de se reposer et de discuter de choses et d'autres. Tout ceci permit à Sirène de grandir proche de la nature. Très curieuse dès son plus jeune âge, elle s'intéressa à beaucoup de choses et en particulier aux légendes et aux mythes. Elle écoutait d'ailleurs souvent les histoires des voyageurs au coin du feu. Un jour, elle vit un groupe d'hommes vêtus de simples armures aux couleurs écarlates arriver dans le domaine de son père. Sans comprendre comment, elle sentit que leurs intentions étaient plutôt néfastes et qu'ils étaient mus par de mauvais désirs. D'ailleurs, ils s'en prirent directement à la nature, détruisant des arbres, simplement pour se défouler sans se soucier des animaux autour d'eux qui furent blessés avant de s'enfuir. N'écoutant que son courage, elle s'interposa, afin de protéger les animaux et la nature. Si elle réussit à éliminer deux des agresseurs, non sans mal, le troisième, qui était sûrement le chef de la petite bande, et qui avait une armure bien plus finement ouvragée et bien plus massive que les deux autres, et qui avait regardé jusqu'alors le combat d'un air amusé, décida qu'il était temps d'intervenir, afin de calmer les ardeurs de la jeune fille qui fut par la suite rouée de coups. Et alors qu'elle sentait sa faim approcher, son regard se tourna vers une famille de lièvres, qui avaient trouvé refuge entre les racines d'un vieil arbre, et pour eux il était clair que Sirène était leur dernier espoir. La jeune fille ne pouvait pas faillir. Non, pas maintenant. Ne voulant pas abandonner, elle se releva courageusement, malgré la douleur et les blessures, et dans un cri de rage furieux, elle fit exploser son cosmos par instinct, et l'éveilla ainsi pour la première fois au septième sens. Sa haine fut dirigée vers le chef du groupe, qui fut surpris de ce retournement de situation, et fut emporté par un souffle cosmique de couleur vert jade qui le emporta au loin, et avant que son corps ne frappe lourdement un arbre, puis le sol. Sirène avait concentré toutes ses forces et toute sa colère dans cette attaque, et elle s'écroula, épuisée par ce dur combat, et finit par perdre connaissance. Quand Sirène se réveilla, une étrange créature se trouvait là, et la regardait avec bienveillance. Il s'agissait d'un chat, mais qui semblait civilisé. Il se tenait comme un être humain sur deux pattes, et portait des vêtements de voyageur, avec sur lui de nombreux parchemins et des lunettes sur le nez. Il se présenta comme Velmir, et il avait commencé à bander et soigner le corps de la jeune fille. Il lui expliqua rapidement être un serviteur de la déesse Artémis, et qui passait simplement dans le coin pour récupérer des herbes médicinales. Comme il avait senti des cosmos plutôt sombres et le début d'un combat, non loin de là, il avait préféré venir ici afin de porter assistance à qui aurait besoin de son aide. Il lui expliqua que les guerriers qu'elle avait affrontés étaient des berserkers d'Arès, de redoutables et sauvages combattants au service du dieu de la guerre. Velmir, qui l'avait trouvé et soigné, demanda à Sirène si elle désirait l'accompagner dans le sanctuaire de la déesse Artémis, ce qu'elle accepta. Là, elle commença son entraînement, d'une part pour apprendre à manier son cosmos, mais aussi pour accroître ses connaissances. D'ailleurs, Velmir était l'intendant, ou peut-on dire aussi le gestionnaire, de la vaste et grande bibliothèque qui se trouvait dans le sanctuaire de la déesse Artémis. Un peu plus tard, elle fit la connaissance d'Emma et d'Aïcha au tournoi durant lequel les trois jeunes filles devraient s'illustrer et briller afin de pouvoir prétendre devenir des chasseresses de la déesse Artémis. Certaines personnes naissent dans une famille et tout ce qui est de plus normal, entourées par l'amour d'un père et d'une mère, voire de frères et sœurs, alors que d'autres, eux, se retrouvent adoptés et doivent lutter pour survivre. Cependant, parfois le destin réserve un tout autre avenir pour certains. C'est le cas d'Aïcha, une nymphe des collines de l'automne silencieux, qui a grandi dans le bosquet du repos sauvage, un lieu situé sur l'île qui sert de sanctuaire à la déesse Artémis. Aïcha a de nombreuses sœurs, cependant c'est un petit peu le vilain petit canard de la famille,
et elle exaspère passablement ses aînés. Il faut savoir que ce n'est pas rien car les nymphes de l'automne sont réputées plutôt pacifiques. Elles vivent dans cet endroit et sont en général des êtres paisibles qui passent leur temps à dormir ou à méditer. Aïcha est une jeune nymphe vif et espiègle qui aime bien semer le trouble au sein de sa famille. Et d'ailleurs, elle joue pas mal de petits tours malicieux autour d'elle, et du coup, vous vous en doutez, ce n'est pas du goût de tout le monde. Aïcha a déjà été pris la main dans le sac pas mal de fois, notamment par la déesse Déméter, qui lui a gentiment et doucement rappelé bien que ce n'était pas forcément très correct d'embêter tout le monde. D'ailleurs, Aïcha, c'est une vraie gourmande. Elle adore manger et fort heureusement, sa constitution lui permet de rapidement tout éliminer. Quelque temps avant de participer au tournoi et donc de rencontrer Sirène et Emma, elle fit la connaissance d'une étrange créature. Il s'agissait d'un être quadrupède au corps écailleux avec des ailes, et sur la partie supérieure de son corps, ses écailles ressemblaient à des feuilles, aux couleurs rappelant celles de l'automne. Il avait aussi une queue et des cornes en forme de branches sur son crâne. La petite créature semblait vouloir jouer avec elle, mais sans désirer se montrer. Pour l'appâter, elle décida de lui sortir un dessert, et immédiatement la créature bondit sur celui-ci en le dévorant. Et d'ailleurs, il est important de noter qu'il n'est pas très grand, car il tient dans la main d'Aïcha, et il s'est présenté sous le nom de Ryuji. Et c'est à ce moment-là que ce fut le début d'une belle amitié entre les deux gloutons. Emma, alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, fut retrouvée par hasard sur les berges glaciales des terres de l'hiver éternel qui entouraient l'île du sanctuaire de la déesse Artémis. C'est Elwë Weirdwolf, la gardienne de cet endroit, qui tomba sur l'enfant, emmitouflé dans un panier d'osier, lequel était prisonnier des berges glaciales. L'elfe fut surprise de voir que le nourrisson était toujours en vie. Elle le prit rapidement dans ses bras pour le réchauffer tendrement de son cosmos. Elle qui était si froide et si sinistre, elle qui ne parlait jamais à personne et préférait rester à l'écart de la civilisation, ressentit quelque chose en prenant l'enfant doucement dans ses bras, comme si des sentiments qu'elle avait longtemps renfloués revenaient doucement à la surface. Sur son visage inexpressif se dessina un léger sourire, alors qu'elle se surprit à éprouver de l'affection pour cet enfant que le destin avait apporté à elle. Une flamme se raviva dans l'âme de l'elfe, et elle conduisit Emma dans l'immense tour qui lui servait de refuge. Elle éleva donc Emma et l'entraîna pour faire d'elle une redoutable combattante. Mais toujours elle restait froide et distante avec la jeune fille qu'elle avait recueillie, ne voulant pas trop s'attacher à elle. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, peut-être que vous le saurez un jour. Avec le temps, Emma grandit et affina son esprit et renforça son corps. Et quand elle quitta les froides et sinistres landes de l'hiver éternel, c'était pour participer au tournoi durant lequel elle devrait s'illustrer afin de devenir une chasseresse d'Artémis. Et c'est là qu'elle rencontra Sirène et Aïcha pour la première fois. Et salutations les geeks, on se retrouve pour un petit résumé de l'épisode 1 et 2. Alors, pourquoi un résumé? Parce que malheureusement, alors, je m'en excuse, quand j'ai fait l'enregistrement, j'ai eu un souci, un petit bug comme souvent, comme trop souvent je dirais. Donc on entendait la voix des joueurs mais pas la mienne, donc autant dire que si je vous poste l'épisode 1 et 2 sans ma voix, ça va faire un petit peu bizarre. Donc je vais vous relater et vous résumer ce qui s'est passé dans ces deux épisodes. Alors évidemment quand je dis épisode 1 et 2, c'est partie 1 et 2 hein, de JDR. Donc que s'est-il passé? Eh bien c'est très simple. Dans l'épisode 1, on va dire que j'ai intitulé le tournoi d'Emeraude. Donc forcément, vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup de bastons. Alors c'est une partie où j'ai vraiment fait ça pour faire découvrir aux joueurs le système. Alors quand je dis le système, la plupart des joueurs avaient déjà joué à Anime Was You Mistake, mais là c'est plus pour leur expliquer, on va dire, les petites modifications que j'ai fait par rapport au jeu de base. Et basiquement, voilà, j'ai fait ça sous la petite forme d'un tournoi parce que, voilà, comme tout bon épisode de Sanseiya qui se respecte, voilà, je trouve que c'est une partie importante du lore quand on voit voilà, Seiya voilà, acquérir son armure après moultes efforts et quelques péripéties. Donc voilà, alors
ça va, j'ai pas fait des combats ultra fous, c'était plus pour, pareil, essayer d'introduire les règles à... Je crois, il me semble qu'il y avait qu'un seul joueur qui avait encore jamais joué au jeu, et puis ça a été l'occasion pour les autres, voilà, d'avoir leur petite piqûre de rappel, et tout simplement, voilà, de voir quelles étaient les petites modifications au niveau du combat, ou plutôt les adaptations que j'avais fait par rapport au système Mawam pour ce setting Senseiya. Et du coup, pour cet épisode 1, il n'y a pas eu grand chose de plus, si ce n'est qu'une fois qu'ils ont du coup réussi le tournoi et on a joué la remise des armures, donc ça s'est fait voilà, dans le temple d'Artémis, en présence aussi de la déesse Déméter, hein, il n'y a pas que la déesse Artémis, et voilà tous les autres chevaliers, et puis tous les autres chasseresses, pardon, et puis tous ceux qui vivent dans le sanctuaire d'Artémis, hein, sur cette magnifique petite île d'ailleurs, paradisiaque et tout et tout. Et ils ont eu à ce moment-là deux choix. Enfin, alors deux choix, en tout cas pour ceux qui ont réussi leur jet entre guillemets de connaissances. Ils ont le choix classique de faire le serment sous la lune, hein, sur la lune, pardon. Donc ça c'est le serment classique des chasseresses d'Artémis, mais aussi de faire le serment sur le Styx. Alors, dans l'univers de Senseiya, en tout cas moi comme je le fais jouer, le serment sur le Styx, donc le Styx, le fleuve des enfers, hein, c'est quelque chose de extrêmement important, hashtag puissant. Je m'explique. Si une divinité vient vous voir et vous dit écoute, voilà, je te fais serment sur le Styx que voilà, si tu remplis cette quête, voilà, tu auras tel objet ou voilà, je ferai ça pour toi. En fait, ça a une symbolique le serment sur le Styx, ça a cette symbolique de comment je pourrais dire ça. C'est impossible à briser, clairement, un serment sur le Styx. Mais évidemment, comme on est un peu dans cet aspect un peu mythologie grecque, dramatique, forcément c'est déjà arrivé. Et le truc c'est que briser un serment sur le stick, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Alors pour les mortels, ça entraîne des... Enfin mortels ou demi-divinités, ça entraîne des conséquences assez fâcheuses on va dire. Mais pour les divinités, c'est encore pire parce que ça peut être synonyme de grosses complications, hein. Je vais vous donner un exemple par rapport à si un mortel venait à enfreindre voilà, son serment sur le Styx, ben, c'est pas impossible qu'il aille rejoindre directement le Tartare. Donc le Tartare, hein, pour info, c'est là où sont emprisonnés ceux qui ont offensé les dieux, donc, et puis ils sont voilà, ils subissent les pires des châtiments. Donc c'est pour vous montrer un petit peu là où ça se situe. Bon, alors que briser le serment sous la lune, je veux pas dire que c'est moins violent, mais bon, vous allez juste vous prendre une petite fessée d'Artémis et ce sera pas aussi violent quoi. Donc ils ont eu ce choix. Alors il me semble qu'il y a un seul joueur qui a pas, enfin où le perso du joueur a pas vraiment compris ce que c'était, et il y a un joueur du coup lui qui a donc c'est le perso qui est vraiment spécialisé en connaissances. Lui, il a décidé, enfin elle a décidé de faire ce serment sur les Styx, et autant vous dire que autant le personnage était ému à ce moment-là, autant il y a eu une scène assez touchante entre lui, enfin elle et Artemis a été aussi extrêmement touchée parce que c'est assez rare hein, qu'une jeune chasseresse, pardon, excusez-moi, décide de faire ce genre de serment. Donc ce qui s'est passé, donc c'est là où je dis qu'il y a une scène très, pas drama, mais extrêmement touchante, c'est que du coup, en fait, que ce soit la chasseresse, donc le joueur et la déesse, ils se sont mis à pleurer, enfin à pleurer. Ils sont pas non plus mis à chialer comme des madeleines, hein, mais Artemis, elle a récupéré, hop, l'alarme du personnage de Alshad, et elle a aussi récupéré une de ses larmes à elle, et elle a cristallisé dans une espèce de... En fait, les deux larmes, en fait, comme s'ils avaient fusionné, elle a pris les deux, et elle les a fusionnées pour faire une espèce de... un objet, enfin, je vais dire une relique. C'est pas une relique, mais c'est une espèce de bijou, voilà, je cherchais le mot. Excusez-moi, il est tard, je suis fatigué. De cette taille-là, et du coup, elle l'a placé au niveau du torse de la nouvelle armure, donc du personnage d'Olshad. Et du coup, ce qui a eu pour conséquence pour le personnage de Sirène, d'avoir un up au niveau de son armure. Parce que les armures de base que j'ai données au personnage, ils sont de rang bronze. Donc là, ça lui a permis d'atteindre le rang silver, quoi. Et c'est quelque chose qui est important pour moi et dans l'univers de Senseiya, on va dire le up des armures. À chaque fois qu'il y a un up des armures, c'est soit parce qu'une divinité leur donne son sang, ou parce qu'il y a eu, voilà, ils ont éveillé leur cosmos, voilà, il y a des trucs qui font que, voilà, c'est pas, les armures, c'est pas juste des morceaux de métal, voilà, il y a quelque chose de un peu mystique en elles et qui font qu'ils peuvent s'éveiller
au-delà de juste ce qu'ils sont eux-mêmes. À savoir que pour les armures d'Artémis, c'est encore un petit peu plus particulier, mais malheureusement, je peux pas vous en dire plus sur, on va dire, la façon de... Parce qu'il y a plusieurs... On va dire, il y a les façons classiques de les faire monter enfin, monter de niveau, j'aime pas trop ce terme-là, mais monter de rang. Et il y a une autre façon de faire que je peux pas vous révéler parce que pour l'instant, c'est pas encore arrivé en jeu. Et bon, bah, si je vous le dis à vous, que les joueurs tombent sur cette vidéo, voilà, ça va un petit peu spoiler tout le monde, donc je préfère garder cela pour une autre fois. Et du coup, le serment de la lune, donc alors même pour le joueur qui a choisi le serment sur la Styx, hein, voilà, elle a dû aussi prononcer, on va dire, ses vœux, ce serment, qui est le suivant, du coup je vais vous le lire. La lune s'avance sous les ombres, et voici que débute ma veille. Jusqu'à ma mort, je la tiendrai, et je vivrai et mourrai pour ma déesse. Je suis l'épée qui brille sous la lune, je suis le veilleur sur les sentiers du crépuscule, je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le bouclier qui protège les jardins éternels. Je voue mon existence et mon honneur à ma déesse. Je les lui voue pour cette nuit-là, sous la lune d'argent, comme pour toutes les nuits à venir, et ce, jusqu'à ce que la mort vienne me trouver. Alors, oui, j'avoue, pour l'inspiration, il y a un petit peu de Game of Thrones là-dedans, et ça fait évidemment référence voilà, à ceux qui prennent le noir, donc au serment des frères jurés de la garde de nuit. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien s'inspirer de quelque chose, hein. Et puis je trouve cette phrase, enfin, comment dire, ce vœu de la garde de nuit extrêmement classe. Et ensuite, l'épisode 2. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas si je vais encore modifier le titre de l'épisode, mais normalement ce sera une mystérieuse rencontre. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que Velmir, alors ce qui s'est passé c'est qu'ensuite, ça s'est passé un certain temps après, parce que du coup, bah, une fois qu'elles ont reçu leurs armures, elles sont entraînées, elles ont fait leur petite vie à côté, voilà tout ça. Et à un moment, Velmir est venu les voir. Alors Velmir c'est le maître archiviste, là, l'espèce de chat tout mignon là avec tous les papyrus et... Excusez-moi, je me suis dit les petites lunettes, qui est venu les voir en mode oula, il était un petit peu inquiet, et en même temps il les a convoqués. Alors je sais plus s'il leur a donné l'info ou s'ils étaient directement convoqués, mais je pense qu'ils étaient directement convoqués, hein. J'ai un petit doute, alors vous m'excuserez, mais comme la partie elle remonte, j'ai des souvenirs un petit peu. Voilà, puis comme j'écris pas les scénarios de A à Z, hein, je mets juste quelques lignes et j'essaie de vraiment me détacher pour essayer de donner permettre aux joueurs d'avoir. Que ce soit eux qui écrivent l'histoire, hein, et puis pas moi au final. Donc il les a convoqués Ils étaient convoqués dans le sanctuaire d'Artémis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rencontré le personnage mystère. Et ce personnage mystère, je vais vous l'afficher en même temps, n'est autre que Persédia, donc la reine des lampades. Alors les lampades, c'est les nymphes des enfers, hein, ou nymphes ou muses des enfers. Et c'est aussi, ils l'ont appris, hein, parce que du coup elle était en train de discuter avec Artémis et Déméter. Et c'est aussi la première dame de compagnie de Perséphone. Perséphone qui est la déesse des enfers et donc l'épouse d'Hadès. Donc c'est pas c'est pas n'importe qui, hein. En termes de statut social, ça va, tu vois. Elle est quand même bien classée, hein, surtout dans les enfers. Et alors je crois que c'est le personnage de chat, donc Sirène, parce que c'est vraiment le perso qui est blindé en connaissances. Puis non, à ce moment-là, il n'avait pas encore l'artefact qui lui permet d'avoir un boost dans les connaissances. Ça j'en reviendrai, je vous expliquerai sur une autre vidéo. Ou en tout cas vous le découvrirez dans les épisodes qui vont venir. Donc, le personnage chat, donc Sirène, a découvert que, en tout cas a vu que c'était assez étrange, parce que cette personne, comme vous voyez sur la photo que je vais mettre, elle a 2 paires d'ailes. Normalement, les lampades, même les nymphes de base, ne sont pas censées être ailées. Ou alors en tout cas de leur connaissance de ce qu'ils savent, et en tout cas des nymphes, parce que dans le sanctuaire d'Artémis il y en a pas mal, ça n'existe pas. Nymphes ailées, généralement les créatures qui sont ailées, c'est, en tout cas dans l'univers que je fais jouer de Saint-Céas, c'est par exemple quand vous avez des créatures un peu, on va dire, spécifiques, ou c'est genre des griffons, etc., là c'est normal, ou alors il faut que voilà, vous ayez au niveau de votre armure des ailes, quoi. Ou éventuellement les anges de Zeus, donc les messagers de Zeus qui eux, voilà, ils ont une paire d'ailes, quoi. Là, elle en a 2 paires d'ailes, pourquoi? Mystère, voilà. Donc voilà. Donc à voir si les joueurs vont un jour vont avoir la réponse à cette question, mais en tout cas, voilà, ça montre que
la symbolique des ailes, le double paire d'ailes. Voilà, ils peuvent supposer que voilà, ce qui fait que voilà, c'est pas entre guillemets n'importe qui quoi. Et le problème, donc vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle est là, et c'est là en fait tout l'enjeu de la campagne. Elle a fait comprendre du coup, parce que les joueurs ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe on va dire sur la Terre, parce que le sanctuaire d'Artémis, il est vraiment excentré du monde, et à part le personnage d'Olchat, donc de Sirène, qui a vécu sur la Terre, les autres sont pas forcément au courant. Et même le perso de Sirène, quand il est encore sur la Terre, donc avant d'aller dans le sanctuaire d'Artémis, et puis comme entre la Terre, vraiment, et le sanctuaire d'Artémis, le temps est différent, le personnage de Sirène ne savait pas qu'il y a eu justement cette guerre entre le sanctuaire et les enfers. Alors en sachant que du coup, je sais plus si je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, mais je vais le rappeler. Ici, je considère que ce qui s'est passé, donc la guerre entre Athéna et Hadès, c'est ce qui s'est passé en fait dans la série originelle, quoi. Le problème, c'est que en éliminant Hadès, les enfers, ils sont un petit peu partis en live, parce que Hadès, c'est un petit peu celui qui permettait de contrôler ce monde en fait. Donc sans lui, les rivières des enfers ont commencé à déborder, etc. etc. Il y a les créatures, parce qu'il y a ce que j'appelle le peuple des ombres, qui sont toutes les créatures qui vivaient déjà en enfer avant qu'Hadès reçoive, quand Zeus a décidé de prendre le ciel, quand il a attribué à Poséidon les mers et quand il a attribué à Hadès du coup les enfers, il y avait déjà des créatures là. Donc le peuple des ombres, il s'est mis à un peu partir en vrille, et du coup, il y en a qui sont allés sur Terre et tout. Donc Athéna, elle a été obligée d'envoyer des personnes pour calmer le jeu, et essayer de garder un petit peu le contrôle. Le problème, c'est qu'après la guerre, elle était quand même vachement affaiblie. Donc là, maintenant, elle galère à, d'une part, contrôler la Terre, ou du moins la partie de la Terre qu'elle contrôle, et en même temps les enfers. Donc elle est dans une position assez délicate. Et le problème, c'est que la seule personne qui pourrait résoudre ce problème en enfer, c'est Perséphone. Le problème, c'est que le corps de Perséphone a été embarqué par les chevaliers d'Athéna, et pour, on va dire, remettre la reine sur le trône, il faut récupérer son corps, mais aussi récupérer son armure. Son armure qui est en enfer, mais personne ne sait où. Elle a été cachée par elle-même, parce que voilà, c'est un artefact puissant, et elle n'avait pas forcément envie que tout le monde tombe dessus. Donc même Persédia ne sait pas où elle est, et surtout, la chose qu'elle sait, en tout cas elle, c'est que l'armure a été divisée en plusieurs morceaux. Donc voilà, donc vous voyez, il y a déjà des embranchements de quêtes un petit peu qui vont se faire, et elle a demandé de l'aide au sanctuaire, et évidemment, enfin au sanctuaire d'Artémis, et évidemment, qui sait qui vont être envoyés. Bon, Artémis, elle était pas trop chaude, c'est plus Déméter, parce que, pour rappel, Déméter et Perséphone, voilà. Donc Déméter, c'est la mère de Perséphone, donc forcément, voilà, elle a un petit peu fait comprendre qu'elle aimerait bien que sa situation se règle. Et du coup, Artémis a accepté d'aider Persédia. Donc Persédia, du coup, les joueurs ont pu avoir un aparté avec Persédia après, pour justement discuter. Donc elle leur a filé deux trois autres infos, pas des trucs non plus importants de ouf, sinon je les aurais mentionnés ici, mais voilà. En tout cas, ça c'est le résumé de l'épisode 2, et pour la suite, il faut regarder l'épisode 3 les gens, voilà. J'espère que ce petit résumé vous aura plu les geeks, j'ai essayé de faire ça en mode... j'aurais pu faire ça en mode RP, mais en vrai j'avais un peu la flemme, le problème c'est que la vidéo ça fait tellement longtemps que je dois la faire, là je pense que les gens ils vont être bien contents, et vous même si vous découvrez la vidéo, de pouvoir avoir ce petit résumé. Donc je vous dis bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Moi quelle heure il est 20h35, je commence à fatiguer, 36 maintenant, et je commence à fatiguer, et il est pas si tard que ça. Bon, allez, j'arrête là. Bonne soirée les geeks, à vous, au plaisir. Regardez des mangas, prenez soin de vous, de vos amis, de vos familles, et à la prochaine les geeks, ciao.